Mais là, ça commence à être la crème. Oh non! Pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Vous avez vu ce qui se passe? J'arrive, Benjamin, j'arrive! Wesh! Tac. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon allez, on attaque à semer les couverts végétaux parce que ça fait un petit moment que j'attends ça. Et à chaque fois, bah, vous savez, hein, il a fait super chaud, super sec tout l'été. Ça servait à rien qu'on sème nos couverts végétaux dans le sec. Mais là, ça y est, là le problème c'est maintenant que c'est l'inverse. C'est qu'il fait que pleuvoir, on n'arrive pas à trouver de créneau pour semer. Bon, je vous ai pris un petit peu ce matin, on s'est occupé du distributeur, on s'est occupé des melons. Bon, les melons, ça commence à être compliqué, hein. Il n'y a plus grand chose. D'ailleurs, hein, on commence à ranger petit à petit tout ce qui est irrigation, hein. On attaque les pareuses à tout nettoyer. On a 10 hectares de couverts végétaux à semer. Bon, là-bas, je voulais faire de la moutarde, de la vesse, du radis, enfin bref, voilà, pas mal de choses. Là, on va semer que des fèves et de l'avoine. Ok, c'est bon? Ça pisse là? Donc là, comme pour le blé, on fait 30 tours de roue. C'est comme si on avait semé un ar. Et ensuite, on va faire le calcul pour semer environ 100 kg hectares. Là, il y a marqué 1,3 kg. 1,3 kg c'est bien trop, on veut pas semer 135 kg hectares. Donc là on va fermer l'ouverture du semoir pour en mettre un peu moins. Oh. Allez, c'est parti. Bon allez, on vient d'arriver, on met tout ça en marche, je prépare le guidage et puis je vous reprends quand c'est parti quoi. On va aller voir si ça sème correctement parce que mine de rien c'est quand même un petit peu humide, hein. Mais le travail de la rotative fait de la bonne terre fine. Bon, ça fait des petites boulettes, hein, vous savez, par chez nous c'est très argileux, donc pour avoir de la terre parfaitement fine c'est presque impossible. Non, c'est pas impossible mais on vérifie que c'est pas bouché. Donc je sais plus si je vous l'ai dit. Oh la vache! On a mélangé comme on a pu. Je sais pas vous comment vous faites pour mélanger vos couverts, sachant que nous on l'a pas acheté tout fait, hein. Ça coûte quand même bien moins cher de se faire nos couverts nous-mêmes. J'ai récupéré de l'avoine chez un pote, j'ai récupéré des févroles chez un pote. Oh la vache! Niveau dosage, on met 80 kg hectares de févroles et environ 15-20 kg d'avoine. Si j'avais de la vesse ou même d'autres espèces, j'aurais équilibré un petit peu mieux. Mais c'est vrai que pour cette année, bon voilà, on fait comme ça. Là, l'année prochaine, ici, on aura du maïs. Ça sera, je pense, la seule parcelle qu'on fera. J'essaye de trouver des petits contrats pour faire du maïs semence. C'est en cours de négociation. Donc là, ça sera du maïs conso, maïs grain. Et j'espère dans d'autres parcelles pouvoir faire du maïs semence. Il y a besoin d'une isolation, je crois, de 600 mètres ou 400 mètres. Je crois que c'est 600 mètres. Hein. Donc 600 mètres autour, faut pas qu'il y ait de maïs. Comment vous dire que c'est impossible? Même s'il n'y a pas d'éleveurs par chez nous ou très peu, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font du maïs grain. Donc c'est compliqué. Alors on va vérifier quand même que ça sème. La graine, elle est là. Et après pour voir l'avoine, c'est un peu plus compliqué parce que il y a encore tous les chaumes de blé. La petite caméra pour voir qu'est-ce qu'on a dans la trémie, parce que malheureusement, je vais pas vous mentir, flemme de descendre toutes les 5 minutes. Et le GPS qui me permet de faire tous mes tours de champ, même là c'est bien pratique, donc je kiffe. Je sélectionne ma ligne droite, bam, on se met là, on appuie, on baisse et c'est parti. On peut accélérer. Voilà, je vais pas vous mentir, hein, j'essaie de semer à 6,5, 7. Le fait de rouler assez vite, ça permet que la paille se bat. Et si vous regardez, la paille, elle se bloque là, partout. Donc là, maïs grain l'année prochaine et après tous les couverts végétaux au niveau de la maison. D'ailleurs, on va aller voir la maison parce que les champs sont pas loin. On y fera du sorgho l'année prochaine parce que c'est des parcelles qui sont compliquées à irriguer. Donc voilà, sorgho l'année prochaine. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis voilà, bonne vidéo. Merci encore une fois pour les 500 000 abonnés. Là, une fois que j'ai fini ma ligne, je sélectionne ça, la ligne numéro 3.
Donc là c'est une autre ligne que j'ai créée, donc une courbe. Donc voilà, là je me mets dans la ligne et j'active le guidage. Hop là. Et là, ça suit parfaitement la ligne. Enfin la courbe du coup. Il n'y a plus rien. Merde. Je me suis dit tranquille, je vais pouvoir faire ma descente. Eh ben non. On rentre. Merci à la caméra. Non, vraiment, je pense que la caméra c'est l'un des meilleurs trucs parce que quand tu descends, enfin je dis ça et en vrai j'ai entamé une descente et je me suis rendu compte après que j'y avais passé. Mais au moins je me suis rendu compte. Et là, ça commence à se couvrir. Regardez comment c'est noir là-haut. On va s'en prendre une. Sur le radar, ça dit qu'il va pleuvoir. Même s'il pleut un petit 5 mm, je suis pas sûr que ce soit bien grave. Voilà ce que j'ai vu ça. Mais vraiment, juste avant de commencer ma race, on voyait pas les petits trous. C'était plein quoi. J'ai vu qu'il y en avait qui le faisaient avec des bétonnières carrément. Bon, alors nous on fait comme ça à la main, on mélange. On n'a pas 50 hectares à faire donc ça fait largement l'affaire. Bon bah, il pleut. Je suis en train de regarder la caméra de surveillance que ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai des frelons partout au niveau de la maison. Mathilde elle en peut plus, on peut même pas sortir de chez soi. Le soir ils sont attirés par la lumière et du coup ils foncent sur les carreaux. Et impossible de dormir avec la fenêtre ouverte. Même le soir si on veut sortir c'est impossible. J'avais fait des stories sur Insta de ces fameux frelons. Et du coup il y a le mec qui vient d'arriver et il est en train de tout défoncer. Bon je viens de rentrer, le gars m'a appelé et il m'a dit que c'était bon. Bon, en gros, il a contaminé tout le nid et logiquement, dans quelques heures, même ce soir, tout le monde devrait être mort. Donc on croise les doigts, on va quand même rester loin. Et quand je vous dis qu'il y en avait des centaines, il m'a quand même dit le gars que c'était un énorme nid. Mais la quantité qu'il y a, bon, il y en a quand même qui volent autour de moi. On va quand même pas rester là. Même si on s'est jamais fait piquer, on va quand même rester assez loin. Tac. Il me reste pas grand chose, 2 petits traits à terminer. Mais là, ça commence à être la Oh non! Ah putain! Il pleut. Ça vide toujours au milieu. Comment ça se fait? Ah mais là j'aurai jamais le temps, j'ai un aller-retour à faire. À mon avis avec ce qui reste, ça va être compliqué. Ouais, j'en aurai pas assez à mon avis. Putain! Pourquoi ça se coince? Je vais arriver en bas, j'en aurai plus. Oh! Elle fait du surplace. Et surtout un truc à faire, nettoyer ce carreau parce qu'on voit rien, il est trop dégueulasse. Allez, bien rempli. Oh là là là, c'est quoi ce temps là? Il pleut pas pendant 2 mois et là il pleut sans s'arrêter. Ça va pas trop bien là, ça fait des pâtés partout là. Bon, c'est la merde, ça va pas. Les conditions vont pas du tout, ça sème pas bien. Regardez, ça fait des pâtés comme ça, ça se bloque là aussi. Résultat, les graines elles sont encore en surface, ça va pas du tout, ça marche pas. Là il y a eu seulement un coup de déchumeur à dents quand j'avais les classes, ce qui fait qu'il y a eu pratiquement aucun travail. C'est-à-dire que les chaumes sont encore parfaitement, enfin voilà, elles n'ont pas été défoncées quoi. Elles sont légèrement déracinées, mais elles sont pas coupées. Et dans le champ que j'ai semé hier, c'était pas un déchumeur à dents, c'était un déchumeur à disque qui ont été venus avec le cover crop. Et le cover crop fait quand même plus un travail de, ça coupe bien plus les chaumes de blé, ça remulche un petit peu tout. Et c'est vrai que quand on passe avec les rotatives, tout a été coupé, même c'est un tout petit peu plus sec, donc forcément les pailles en fait elles glissent pas sur le côté, elles sont coincées. Donc rien que le fait de revenir ici dans quelques jours ça ira mieux. Mais là j'arrête parce que même j'ai relevé la herse pour que ça aille un petit peu mieux. Parce que ça a bloqué tout sur la herse. Mais au final la herse fait le travail de recouvrir les graines. Donc s'il n'y a pas la herse, les graines restent à la surface. Donc ça va pas. Bon bah.
Bon bah tant pis hein. On rentre à la maison, on reviendra quand ça aura séché un petit peu. Faut savoir des fois se dire bah ça va pas, enfin on va pas forcer pour absolument semer. On n'est pas en train de semer du colza, enfin voilà, c'est pas la mer non plus, c'est découvert. Donc c'est pas grave. On rentre. Je vais aller faire du montage, hein, tant pis. La vidéo de la semaine dernière pour vous elle est pas encore sortie. Bah je vais aller faire du montage. Justement je savais pas si j'allais réussir à faire le montage, mais c'est bon. Allez, je vous reprends aujourd'hui. Donc là, je viens de terminer la petite parcelle que hier j'ai dit, bon allez, pas possible. Je l'ai quand même terminé. Et là, bah, dételage. Et on va atteler le vibro. On va atteler au Valtra l'épandeur à engrais. Et on va terminer de semer nos couverts à l'épandeur. Je pense qu'en vrai, ça peut marcher. Il y en a plein qui font comme ça. Une fois, on avait semé le blé avec l'épandeur à engrais. Au final, bon bah oui, il n'y a pas les passages de traitement. C'est un peu semé à la volée. Mais ça fonctionne. Et là, pour des couverts, sachant que c'est pas une culture qu'on va récolter, on va semer comme ça. Faut pas reculer plus hein. Allez, faut la déplier sinon elle passe pas sous le bâtiment. Mais là en libre. Bon alors, je vous reprends. Donc, je viens d'épandre avec l'épandeur à engrais, du coup, la févrole et l'avoine. Oui, il y en a beaucoup au milieu, mais les bords forcément sont moins bien semés. Là, il y a des pointes, c'est pareil, je sais pas ce que ça va donner quand ça va lever. C'est pour ça, l'épandeur à engrais, c'est solution de secours si tu peux pas passer dans le champ. Mais bon, c'est pas la meilleure solution non plus, quoi. Bon, est-ce que ça marche? Bon, ce que je redoutais, c'est des paquets comme ça. Et là, du coup, les graines... Ouais, bon, les graines, regardez, elles sont un petit peu mieux enfouies, mais... Je sais pas. Franchement, je doute de semer comme ça. Je sais pas. Bon alors, je vous reprends. Il y a un petit peu de changement. Donc là, vous avez vu, on avait pondu à l'épandeur en engrais. J'ai passé un coup de vibro, mais j'ai fait ça que sur 2-3 raies. Donc le champ, on se met à l'épandeur, il est à côté. Du coup, l'épandeur est vide. Il me reste ce semoir à terminer. Il y a encore 100 kg, il y a encore 150 kg à l'intérieur. Donc là, j'ai essayé malgré tout de resemer avec le semoir. Parce qu'au final, l'épandeur en engrais, le vibro, c'est pas... En vrai, ça... Je pensais que ça allait fonctionner mieux, mais au final, le vibro il bourre complètement. Il n'y a que la rotative et le semoir qui arrivent un petit peu à passer. Là, voilà, ça, à quelques endroits, ça bourre, ça fait des petits paquets, mais globalement, ça sème et globalement, ça enterre. On va continuer comme ça. Et après, je dirais passer un coup de cover crop parce que le vibro, ça va pas. Allez, les semis de couverts, c'est terminé. J'aurais dû semer avec ce semoir en fait tous les couverts, au lieu de se faire chier avec l'épandeur. Donc voilà, il m'aurait juste fallu attendre fin de journée. Mais bon, c'est pas grave, c'est semé. Mais dans tous les cas, on va laisser le semoir là. Il est vide de toute façon, j'ai tout vidé dans le champ. Et il sera prêt à semer l'orge et le blé d'ici un petit mois et demi, 2 mois quoi. J'ai l'impression d'avoir attelé le semoir 15 fois. Bon allez, du coup celui-là, on le dételle. Je vais vérifier, mais de toute façon j'ai la caméra donc voilà, parfait. Oui, celui-là je l'ai pas oublié, ce semoir. On s'y est pas penché, on n'a pas retrouvé de châssis de déchômeur. Si vous avez des châssis de déchômeur ou des vieux déchômeurs à dents de 3 mètres, contactez-moi parce que l'idée c'est de faire un semoir, du coup vous savez, hein, récupérer les châssis d'un déchômeur, mettre cette trémie avec les tuyaux qui descendent directement au niveau des dents et faire un semoir à dents, voilà. D'ailleurs pour le coup ça aurait peut-être mieux marché que faire avec cet ensemble. Tout de suite, c'est l'été. Et voilà. Et voilà, on est bloqué. Embouteillage. Allez, impeccable. Petit coup de cover crop, comme ça, ça enfouit toutes les graines. Et puis ça sera, enfin, on pourra dire que c'est terminé. Cette année, j'ai galéré. J'ai tenté trop de techniques pour essayer de faire mieux. Au final, la première, elle est très bien. Allons voir si c'est enfoui. Donc là, regardez, il y a des fèves là, par ici. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. De l'avoine, regardez, on en voit.
il y en a de l'avoine un petit peu là. Donc les graines d'avoine, c'est un peu plus compliqué de les voir, mais bon, on les voit quand même. On peut pas jauger de la profondeur de la graine. L'avoine qui est une petite graine, si elle est enfouie à 6, 7, 8 cm du sol, elle va vraiment galérer à lever. La fève, elle se débrouillera mieux. Il suffit qu'il pleuve un coup et puis tout sera enfoui. Mais là, je vois plus aucune graine, donc c'est parfait. Là, là, on voit de l'avoine. Et quand on regarde ici, on n'en voit plus. Après, je vais pas vous mentir, on est là pour essayer. On va voir ce que ça va donner. Je reviendrai dans la parcelle d'ici 3 semaines, un mois, voir les différences de levée, voir comment ça se passe. Parce que si ça fonctionne bien comme ça, on fera comme ça la prochaine fois. Toujours au guidage, hein, c'est gros confort. J'ai tous mes outils qui sont enregistrés dans le GPS, donc après je change d'outil, je récupère mes lignes AB, le GPS connaît le champ, enfin impeccable. Je vous remettrai le lien en description du GPS, mais pour le coup, je crois que ça sert à rien que je le vende. Vous le voyez à chaque fois que c'est tellement utile et que c'est trop pratique. Ça s'installe sur tous les tracteurs, c'est vraiment trop bien. Et ceux qui se posent la question, moi, il faut un abonnement, hein. Vous devez avoir un abonnement tous les mois. Là, sur ce tracteur, j'ai pas de 4G. J'utilise en gros les données mobiles de mon téléphone. J'utilise la carte SIM de mon téléphone en partage de connexion. Donc le GPS est connecté en Wi-Fi à mon téléphone. Donc ça fonctionne très bien comme ça. Le seul souci, c'est que si vous donnez le tracteur à quelqu'un et que vous partez, votre téléphone, il faut qu'il reste dans la cabine. Sinon, s'il n'y a plus de 4G, le signal RTK, donc précis à 2 cm, ne fonctionnera pas. Sur l'autre GPS, je paye un abonnement de 2,99 € par mois, voire 1,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Bon allez, moi, les couverts, c'est terminé. Donc mon père, il a accroché le décompacteur au Valtra. Chaque fois qu'on a détruit les melons ou pour les melons de l'année prochaine, on décompacte systématiquement. Allez, donc on se retrouve, là on est lundi matin. Je m'en vais avec les pareuses, vous savez, hein, maintenant c'est parti. La saison des pareuses est vraiment lancée. La saison où vraiment on débroussaille, on débroussaille tout, hein. On nettoie toutes les haies, on nettoie les talus. Vu que les champs n'ont plus de culture à l'intérieur, on peut se permettre d'y passer pour nettoyer. Donc samedi, j'en ai fait toute la journée. J'ai pas mal nettoyé, là on est lundi, donc je vais remettre un petit coup de graissage. On voit qu'elle commence à être utilisée, hein. Malheureusement, elle va pas rester neuve longtemps. Petit coup de graissage et on est parti. Ce matin, on a ramassé des melons, mais il y a vraiment... on arrive vraiment sur la fin de la saison, ça pousse plus du tout. On y passe tous les 2-3 jours tellement il n'y a rien du tout, quoi. Voilà, c'est pratique, c'est indiqué toutes les 8 heures, donc même ici le rouleau pulper, je le graisse un petit peu plus. Je préfère le graisser 2 fois par jour, mais en mettre peu que le graisser que le matin et le soir, quoi. Ouais. C'est de nettoyer forcément pour que quand on passe avec les tracteurs, déjà il n'y ait pas des branches qui tombent dans le champ. Vous voyez toute la haie, là j'ai fait une bonne partie, donc ça je l'ai fait hier, j'ai tout nettoyé. Quand l'entrepreneur vient moissonner, le but c'est de pas qu'il y ait de branches qui gênent la moissonneuse. Bon là ce côté là ça va, hein. À part un petit peu là-bas, là je vais couper les branches qui descendent. Le passage des pareuses ici il sert à ça, pas forcément pour l'herbe mais vraiment plus pour la partie des branches, etc. Tout ce qui s'est développé pendant l'année. Allez bon, j'ai pas terminé de passer les pareuses mais je viens de la dételer. Mon père en a besoin, il va aller traiter les melons. Les derniers là qui sont pas encore mûrs, il y en a encore pour plusieurs jours, même plusieurs semaines normalement, avant qu'ils soient mûrs. Mais il y a de la maladie donc on va traiter ça en vitesse. Je fais le plein et là j'ai le tracteur qui a un petit peu chaud, mais j'ai un voyant moteur qui s'affiche comme quoi il a du mal à respirer, donc je comprends un peu mieux. Donc on va souffler ça comme ça, ça sera propre. Ouais, mais c'est bien, ça faisait quelques jours qu'on l'avait pas soufflé, c'est vrai qu'en faisant de l'épareuse, entre la poussière, les feuilles qui se collent là-haut, faut le souffler tous les jours en fait.
vois rien. Bon, bah là les amis, vous avez vu ce qui se passe. Le béton est en train d'être coulé. Donc là, grosse étape de la maison. Il y a un camion de toupie, il y en a un deuxième et il y en a un troisième. Au total, ils apportent 17 mètres cubes de béton. On s'en va moissonner. Donc juste, je vous reprends 30 secondes parce que hier, j'ai refait le niveau du réducteur parce qu'on est en train de perdre de l'huile du réducteur. Tout simplement, si vous vous rappelez bien, dans l'hiver, on avait réparé le pont, c'est-à-dire que tout le pont avait été refait, les joints du véran ont été refaits aussi, bref. Il y a eu énormément de choses de faites sur ce tracteur cet hiver. Je vous l'avais dit, hein, ça avait coûté d'ailleurs assez cher. Et qu'est-ce qui se passe? On a du coup une fuite au niveau du joint du réducteur, ce qui fait qu'on a de l'huile qui tombe. Alors ça fuit surtout quand tu roules. On aurait pu le faire réparer, mais on le fera réparer un peu plus tard. Parce que là, on a quand même pas mal de travaux à faire. Il y aura tous les semis à faire, il y a les moissons, des chômages, du labour. Donc voilà, le tracteur, on peut pas l'immobiliser pendant 3 semaines, 1 mois. Donc là, Benjamin vient d'arriver. On a que 3 hectares de tournesol cette année. Tout simplement, c'était un champ qui était... Donc là, le champ, il fait 6 hectares. On y a fait 3 hectares de melon et en gros on avait 3 hectares de libre. D'où le fait qu'on a fait du coup 3 hectares de tournesol. C'était juste pour combler ce vide. Et au final on a bien fait parce que le tournesol a l'air d'être quand même très beau, hein. On voulait arrêter le tournesol parce que chaque année c'est catastrophe. On fait des rendements pas possibles, on ressème 2 fois. Bref, cette année on verra, mais pour moi, objectif, je vous le dis, objectif arriver à plus de 30 quintaux. Si on fait 35, ça serait incroyable. Je pense que je rêve, hein. Mais si on fait 35 ou si on s'en approche, ça serait vraiment bien. Et là, à tout moment, on fait 20. Non, 20, c'est pas bien. Allez. Donc là, je vais amener cette benne. Il y en a une deuxième qu'on a préparée parce que du coup, donc là, 3 hectares de tournesol, 3 hectares, allez, à 30 quintaux, ça fait 9 tonnes de marchandises. Bon là, oui, les têtes sont pas faux folles. Les têtes sont pas faux folles, mais malgré tout... Attends, parce que je regarde quand même que tout soit battu. Oui, tout est battu, magnifique. La norme du tournesol, il ne faut pas que ça dépasse 8% d'humidité. Forcément, si ça fait un peu plus, niveau conservation, c'est pas bon. Et on a des pénalités, il y a des frais de séchage, etc. Il y a du poids d'eau qui est enlevé. Forcément, la graine, elle est humide, donc il y a de l'humidité, de l'eau. Donc ce poids-là qu'on va amener en plus, forcément parce que c'est humide, va être déduit. Mais à l'inverse, si on amène du tournesol qui est beaucoup trop sec, il n'y a pas du poids d'eau qui peut être rajouté. C'est-à-dire que si on amène du tournesol à 6 d'humidité, forcément on va avoir bien moins de poids, alors que le tournesol à 9 ou 10, ça sera redescendu à la norme. Je sais pas si vous avez compris. Si le grain est trop sec, ils vont pas pouvoir nous le faire payer plus cher, entre guillemets, donc le ramener à 8% d'humidité. Par contre, s'il est à 9 ou 10% d'humidité, ils vont pouvoir le redescendre à 8 en le séchant. Vous avez compris. Que je vous rappelle, hein, on est payé au poids, donc plus de poids on va amener, plus c'est humide, mieux ça sera. Dans les normes évidemment. Allez, le retour du Valtra. Bon, par contre, le Valtra, on y a fait la vidange. Si vous vous rappelez bien, on avait de l'huile qui était de l'huile moteur, c'était de la 10-40 si je me trompe pas. Et en fait, il faut mettre de la 15-40. C'est de l'huile qui est... Wesh. Il m'a jamais fait ça. Même quand il fait moins 15 degrés, il fait pas ça. Du coup, on lui a mis... donc on lui a fait les vidanges, on lui a changé les filtres. Et mon père l'a pris hier parce qu'on s'est occupé du distributeur. Putain, mais cette courroie qui patine. La courroie va péter, hein. Du coup oui, hier on lui a fait la vidange, mon père l'a récupéré, on a récupéré la castine pour le distributeur, pour le mettre à plat, faire une belle allée. J'irai vous le montrer dans tous les cas. Et il a refait le voyant moteur avec le fait qu'il n'y avait pas assez de pression d'huile. Nous on pensait que c'était à cause de l'huile moteur qui était pas bonne, elle était beaucoup trop fluide. C'était pas de l'huile qui était adaptée pour ce moteur. Donc on a fait la vidange et en fait ça refait le même truc.
Bon là, on a terminé le champ, sauf que, bonne nouvelle, les 2 bennes sont pleines à craquer. Et là, il en reste un peu dans la trémie. Donc j'ai essayé d'étaler pour que tout passe. Je vais vider, comme ça après on se rejoint. Putain, la coupe peut pas se replier, merde. Bon, par contre, cette benne, elle est bien remplie. Eh oui. Allez, on va vider. Par contre, je vous le dis, hein, on aurait mis cette quantité, ce volume-là en blé, ça aurait fait vraiment beaucoup. Allez, go. Bon, normalement, le tournesol, ça bouge pas trop, donc c'est pas comme le blé où vraiment quand ça bouge, tu peux en foutre par terre. Le tournesol, c'est assez compacté, donc même si ça bouge au-dessus de la benne, il y a très peu de chances que ça tombe. Allez, allez, on se dépêche. La cope était pas ouverte, il venait d'arriver, il y avait encore les chaînes. Donc je me pèse en vitesse et Benjamin, il est juste au fond là-bas, il m'attend. J'arrive, Benjamin, j'arrive. Allez, allez, terminé, en plein milieu de la route. Allez, lui il s'en va moissonner. Vous avez vu tellement la fosse elle est grande ici. Ah, il avait dû faire un peu de maïs avant. 6,4 d'humidité. Ouais. Bah c'est parfait alors. Ah oui, là on est large. Là il y avait 500 ou 600 kilos, donc il n'y avait pas grand chose. Allez, Benjamin il moissonne. Allez, merde, on va en perdre. C'est tout le bénéfice qui se barre, donc non. Allez, je suis gentil, c'est pour les oiseaux. Bon, je viens de faire le calcul du coup, donc sur 3 hectares, on a apporté pratiquement 10 tonnes, ce qui fait qu'on est à 33 quintaux, ce qui est pas dégueu, mais j'aurais bien voulu faire un poil plus. Je voulais faire 3 tonnes, on les a fait, mais c'est vrai qu'il y avait des endroits où, je vous dis, l'instantané de la machine arrivait des fois à plus de 4 tonnes 300. Donc je me suis dit, il y a moyen quand même qu'on fasse du 35 quintaux. Ce que je vais faire, c'est que je prends le quad, on va aller récupérer du sorgho, je vais faire 2 échantillons, un champ irrigué, un champ non irrigué, j'amène ça à la cope, et si c'est bon, si ça fait moins de 15 d'humidité, demain on le moissonne. Voilà. Alors, mauvaise idée pour mettre du sorgho là-dedans, hein. Je vais récupérer, hop, des échantillons un peu partout, au milieu, pas au milieu, enfin un peu partout. Allez, coupe-toi. J'en ai récupéré, mais je sais pas s'il en faut beaucoup. La machine, si tu en amènes pas assez, ça fonctionnera pas pour l'humidité. Bon, vous voyez le sorgho, tous, j'ai réussi à peu près à tout enlever. Mais là, moissonner à la main, c'est long. Vous imaginez s'il fallait faire un champ comme ça? Mais j'en ai même pas assez là. Je vais prendre les parties où c'est le plus humide, donc les bords de champ. Si là, on est aux alentours des 15, je sais que le milieu du champ sera aux alentours de 12, 13, 14. Enfin, on sera bon quoi. Souvent les bords de champ, il y a l'humidité des arbres, il y a l'humidité, le matin c'est à l'ombre aussi. Donc ça joue pas mal quoi. Le seau qui est à gauche du quad, c'est la parcelle qui est irriguée. Et là on va faire l'échantillon, putain j'en ai mis partout. Et là on va aller faire l'échantillon de la parcelle non irriguée. Il y en a assez? Je vais bien essayer mais c'est pas bien. Ah ouais, merde. Sinon t'en mets un peu de celui-là. Mets-en un peu des deux, de toute façon c'est... Je vous explique, de retour de la COP, il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà, en fait on est resté à la COP pendant, enfin moi en tout cas je suis resté à la COP pendant bien 1h30, 2h. J'ai retrouvé des potes à moi, Benjamin il s'est arrêté parce qu'en fait il moissonnait à coller à la COP, sauf que là vous avez vu, je vous ai mis des quelques plans. La fosse elle est beaucoup trop petite, il y a un voisin qui est venu avec 13 tonnes de tournesol, après une autre benne de 4-5 tonnes, enfin la coopérative de chez nous elle est adaptée à des fermes des années 80, voilà. À l'époque les bennes elles faisaient 4-5 tonnes, maintenant les bennes elles font 10, 12, 14, même plus des fois. Mais la coopérative elle est restée pareille, donc ce qui fait que voilà, clairement quand il y a 2-3 personnes qui moissonnent en même temps, ça bouche. Le sorgho il était à 13 ou 11 d'humidité, donc let's go, ce soir on moissonne. Et là je suis dans le maïs et en fait je vais tester parce que j'ai un pote, Quentin, que vous avez vu avec moi, InnovaGreen, son maïs je crois qu'il est à 15 et demi, donc la norme c'est 15, donc si lui il est à 15, là j'ai pris une petite parcelle qui est tout le temps à l'ombre, qui normalement devrait être la plus humide, donc si celle-là elle est sèche, c'est à dire que tout le reste est sec et on pourra moissonner. Alors pas cette semaine parce que là les sorgho déjà ce soir
Rien que le sorgho déjà c'est compliqué. Bon allez, j'en ai assez. Merde, j'ai jamais par terre. J'amène ça à la COP et puis on va voir ce que ça va donner. S'il est à 15, après bêtise. Ah non, tu vois. 19. Ok. Bon, oui, du coup, j'ai voulu essayer le maïs, mais non, le maïs, il est pour 19 d'humidité. Après, c'est 19 d'humidité dans le champ qui est le plus à l'ombre, qui était le plus en retard. Donc, il y a des champs qui sont cramés depuis, enfin, qui sont cramés par la chaleur depuis facilement un mois. Donc, eux, je pense qu'ils sont en dessous des 15, voire ils sont à 15.